Salut, mon invité ce soir dans Clair-Obscur est une ancienne timide entrée dans la lumière, un petit rat de l'opéra, sacrée danseuse étoile à 27 ans, une combattante qui a fait de ses fêlures des leviers pour affronter l'existence. Mais c'est surtout une femme libre, une immense artiste qui a su faire rayonner son talent auprès du grand public comme des amateurs de danse les plus pointus. Cette femme à part que j'ai le plaisir de recevoir ce soir dans Clair-Obscur, c'est Marie-Claude Pietragala. Pietra, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Harcourt, au lieu du portrait en noir et blanc. Et pour commencer l'émission, je vais vous montrer justement le portrait que vous avez fait chez Harcourt en 1997. Oui, regardez cette photo. Je me rappelle, oui. Changé, les cheveux ont changé. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, de votre personnalité profonde, cette photo? Je ne sais pas, elle est assez mystérieuse. Je ne sais pas, l'inconnu peut-être. En même temps, un regard vers l'avenir. J'avais un spectacle que m'avait créé Caroline Carlson qui s'appelait Don't Look Back. Donc j'ai l'habitude de ne pas regarder en arrière ce que j'ai fait et plutôt me consacrer sur ce qu'il y a devant moi. Et tracer voilà. Votre route. Depuis vos 16 ans, votre diminutif c'est Pietra. En italien ça veut dire pierre. Oui. Alors est-ce que ce Pietra c'est un rapport avec le fait que vous soyez solide comme un roc ou alors plutôt que vous soyez un vrai caillou comme on dit des gens têtus? Peut-être les deux. En fin de compte, l'histoire est toute simple. Il y avait 4 ou 5 Marie-Claude dans la compagnie, dans le corps de ballet. Et le maître de ballet, à chaque fois, appelait Marie-Claude. On se retournait à 4 ou 5. Voilà. Donc, à un moment, il a dit, écoute, ça va être plus simple, on va t'appeler Pietra. Et c'est vrai que quelque part, ça me correspond bien. Mon nom est devenu un prénom. Et alors, pour répondre à votre question, oui, il y a ce Pierre. Bon, moi, je suis d'origine corse, alors il y a cet enracinement dans la terre, et peut-être effectivement un caractère oui, qui s'est forgé au fur et à mesure. Vous disiez de moi que j'étais une ancienne timide, je crois que je le suis toujours, mais bon, je me suis soignée au fur et à mesure des années qui passent. Alors ce soir, Pietra, on va dérouler le fil de votre vie, et d'ailleurs, savez-vous le point commun que vous avez avec Valéry Giscard d'Estaing, Shakira, Christiane Taubira, Belmondo? Peut-être l'année de naissance. Non, pas l'année de naissance. La date en tout cas, la date, oui, tout à fait, le 2 février. Vous êtes né le 2 février 63. Et comme le veut la tradition dans cette émission, je propose de regarder une archive de l'INA qui se fait l'écho de ce qui s'est passé, un fait marquant de cette année-là. Et c'est la disparition à quelques heures d'intervalle de 2 immenses artistes, Piaf et Cocteau. Elle a 48 ans et lui a 74 ans, double deuil national. Dans son village de Milly-la-Forêt, s'éteignait, touché au cœur peut-être par la mort d'Édith Piaf, celui qui fut l'enfant terrible de la littérature d'une époque et l'esprit le plus brillant d'une génération, Jean Cocteau. Celui à qui, à 22 ans, Diaghilev avait dit « Étonne-moi » et qui, pendant 50 ans, étonna le monde. Poème ou dessin, théâtre ou cinéma, il toucha à tout de génie, passant de l'illustration de ses livres à la décoration d'une chapelle, passant des mariés de la Tour Eiffel aux enfants terribles et de l'éternel retour au sang d'un poète. Le tout Paris des arts et des lettres sont venus saluer la silhouette frêle, usée par la maladie, qui avait animé l'esprit le plus étincelant. Le Parisien libéré de ce jour-là a titré « La mort d'Édith Piaf a tué Jean Cocteau » parce qu'il a fait une crise cardiaque en apprenant la mort de sa grande amie. Jean Cocteau qui avait un rapport très fort avec la danse, le ballet. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Cocteau? Cocteau, c'est le jeune homme et la mort de Roland Petit. Que j'ai eu la chance d'interpréter, ce personnage de la mort, comme ça, cette femme mystérieuse, sensuelle, qui guide ce jeune homme. Le talent, la littérature, la poésie, l'esprit à la française aussi. Ce côté protéiforme aussi. Oui, puis quelqu'un, une sorte de visionnaire, et en même temps qui ne restait pas dans le cadre, qui touchait tout ce qui touchait le transformer en or. C'est le théâtre, les décors, c'est des êtres comme ça qui nous permettent
voir peut-être le monde d'une autre façon, nous permettre d'embellir la société dans laquelle on est. Alors vous avez grandi à Paris, 19e Oui. arrondissement, élevé par un père corse, une mère bordelaise. Ils étaient cool ou plutôt stricts, vos parents? Ils étaient plutôt, quand je dis un père corse, bon, vous comprenez qu'à demi-mot qu'ils étaient plutôt très aimants. J'étais vraiment une enfance pleine d'amour, mais en même temps assez stricte dans l'éducation. Voilà. Ma maman un peu moins, mais mon père assez strict. Sur la cheminée de votre chambre, votre père, vous avez affiché une maxime de Napoléon. Oui. C'était quoi? Quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. Quelque chose qui a pris quelque part une résonance en moi au fur et à mesure des années qui passaient. C'est vrai que petite, je n'avais pas la conscience de ce que ça pouvait représenter, mais je l'ai eu relativement tôt quand même, parce que rentrant à l'école de danse de l'Opéra de Paris, avec cette vocation qui était pour moi la danse, c'était incontournable. Tout d'un coup, j'étais plongée quand même dans une réalité de travail et de remettre son ouvrage en permanence, hein, comme les artisans, donc de détermination, de discipline et voilà, de creuser toujours et de jamais se satisfaire de ce que l'on a. Rien n'est impossible si on y met les moyens. Oui. Vos deux parents sont dans le secteur médical. Est-ce que la danse faisait partie de l'univers familial? Pas du tout, pas du tout. L'univers artistique, mes parents n'y connaissaient rien du tout. Ils étaient très angoissés à l'idée que je veuille rentrer à l'Opéra de Paris. Parce qu'il y avait, à l'époque, bon, c'était peut-être pas considéré de la même façon que ça l'est maintenant. Donc, mes parents avaient mis un point d'honneur à me dire qu'il fallait continuer les études. Moi, je suis rentrée dans le corps de ballet, j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Donc, c'est vrai que c'était jeune. Oui. Et ça l'est d'autant plus maintenant. Hein. On se rend compte que c'était... Moi, je ne me rendais pas compte. J'étais autonome. À 16 ans, je partais en tournée. J'ai côtoyé les plus grands chorégraphes, les plus grands créateurs du XXe siècle. Mais c'était pas de la routine, parce que je savais que j'étais dans un univers qui était privilégié, mais je me rendais plus compte de ce que j'avais autour de moi. L'Opéra de Paris, le Palais Garnier, les gens qui me disaient cette chance que tu as, moi c'était mon quotidien. Donc, et puis ces gens que je côtoyais, on parlait de Roland Petit, mais Maurice Béjart, Rodolphe Norieff, Jerry Killiam, Jérôme Robbins, Forsyth, Martha Graham, Pina Bausch, Caroline Carlson, enfin tous ces gens qui faisaient partie quelque part de ma vie, qui étaient extrêmement évocateurs et même des grands maîtres que j'avais envie de suivre. Mais voilà, c'était mon quotidien. Donc, oui, et puis les noms que vous citez sont quand même au panthéon de la danse. Oui, c'est ça. Ça fait partie en effet, des très grands créateurs du XXe siècle. Oui, c'était des très grands créateurs et en même temps, j'ai tellement appris à leur côté que j'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi et que pour ceux qui sont partis, malheureusement, que je pense à Béjart ou à Rudolf Nureyev, qui a vraiment mis son empreinte à l'Opéra de Paris. Mais en même temps, ce sont des gens qui nous accompagnent en permanence. Alors là, vous avez sauté plein d'étapes oui. Avant d'arriver à la danse, puisque on va revenir tout à l'heure sur la manière dont vous êtes entré d'abord comme petit rat à l'opéra. Dans un premier temps, ce qui vous fait rêver petite fille, vous, c'est autre chose. Je vous laisse regarder une archive de l'INA de 1975 sur un phénomène qui séduit massivement les Français, et avec eux, la petite Pietra, les arts martiaux. Servis par les feuilletons télévisés et les innombrables films, les arts martiaux attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. Les films de Bruce Lee font recette. Avec les films qui sortent, etc., ils entendent parler du karaté et ils viennent voir. Alors, on se trouve devant deux problèmes où ils sont vraiment conquis, ils s'aperçoivent de ce qu'ils vont pouvoir faire comme progrès et ils deviennent vraiment passionnés, ou alors ils s'arrêtent carrément au bout de 2-3 mois. Déjà aux États-Unis, 800 000 adhérents, 20 à 30% d'élèves supplémentaires dans les salles françaises. Le karaté, si vous voulez, est un art de défense contre une attaque, et on peut considérer qu'il y a énormément de jeunes qui se sentent agressés par la société dans laquelle ils vivent et qui ressentent le besoin de se défendre. Bruce Lee est, paraît-il, le nouveau James Dean. À chaque époque, son idole. Bruce Lee, le nouveau James Dean, c'était votre idole, Bruce Lee? Oui, parce que ça me fascinait parce que je trouvais que c'était de la chorégraphie ce qu'il faisait dans ses films. C'était au-delà du combat. D'abord, c'était réglé d'une façon incroyable. Même, je sais qu'il était très attentif au plan, comment c'est lui qui faisait toute la chorégraphie. Mais même, il y avait un point de vue sur son art.
Et oui, j'étais fascinée par lui et par ce corps incroyable, on aurait dit une sculpture vivante. Et puis, voilà, on voit ce physique qui est étonnant, quoi, et en même temps énigmatique. Moi, j'aime bien les personnages auxquels on ne sait pas tout. C'était pour moi quelqu'un qui me semblait en même temps et très proche et très loin. Et d'ailleurs, là, vous avez fait le parallèle en disant que les arts martiaux et Bruce Lee, ce qu'il faisait à la télévision, au cinéma, c'était de la chorégraphie. Est-ce que c'est cavalier que de dire que parfois la danse peut être aussi un sport de combat ou vous pourriez le comparer également? On est des athlètes de haut niveau, ça c'est sûr. On a une hygiène de vie et puis même un travail au quotidien qui est très régulier, comme les grands sportifs. Après, il y a cette dimension artistique qui vient évidemment apporter la poésie, mais on peut se retrouver dans les arts martiaux, oui. On peut se retrouver. Il y a une philosophie de la danse, et comme il y a une philosophie dans les arts martiaux. Alors, vos parents ne vous inscrivent pas à un cours de karaté, mais ils commencent à 6 ans par la danse. Oui. Et là, ça ne vous plaît pas vraiment. Vous arrêtez au bout de 2 ans. Oui, ça ne me plaît pas parce que je vois qu'il faut tirer sur les articulations, il faut se faire un peu mal. Il faut se faire un peu violence, et moi j'imaginais qu'on allait sur scène comme ça et qu'on pouvait se laisser porter par ses émotions et que c'était presque inné. Et donc quand je rentre dans le vif du sujet, je me dis oui, c'est peut-être pas pour moi. Et je reviens après, peut-être que vous allez m'en parler, mais je reviens après grâce à une émission, voilà, un feuilleton que je vois à la télévision. On a une musique à vous faire entendre. Ouais, ça vous parle, cette musique ? Lagereux. Lagereux. Et là, je suis complètement fascinée par l'univers de l'Opéra de Paris, par ces petits rats, par cette... alors c'est sous intrigue policière, mais bon, moi je suis ça toutes les semaines. Et puis je découvre un univers auquel je connaissais rien, mais qui me parle tout d'un coup. Le fait d'être sur scène, le fait de l'atelier de costumes, les décors, les projecteurs, d'être dans des personnages, d'interpréter, d'incarner des rôles tout d'un coup, et à travers le corps. Parce que moi, je suis une enfant timide, et je trouve quelque part, à travers la danse, une façon de dialoguer avec les autres qui me semble beaucoup plus simple que de parler. Donc en effet, c'était un feuilleton des années 60 qui se passait dans l'école de danse de l'Opéra de Paris. Alors vos parents donc ensuite sont assez incrédules quand vous leur dites que vous voulez passer le concours de l'Opéra de Paris. Quand vous avez 9 ans, ils acceptent de vous y emmener et vous vous retrouvez au milieu de 800 autres enfants devant le Palais Garnier. Et déjà, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait comme les autres. Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous ne possédez pas les codes du milieu ? Déjà, les codes vestimentaires, parce que ma mère... j'avais choisi de mettre une tunique, la plus belle que j'avais, elle était jaune. Alors évidemment, j'arrive, voilà, on la voit cette photo, et j'arrive et je vois toutes les autres petites filles en rose ou en bleu. Je me dis, mince, voilà, là encore, là, j'ai fait une bourde. Et puis maman m'avait bien coiffé, les cheveux, on voit sur cette photo, les cheveux en bas avec un chignon bas, voilà, un peu romantique, on va dire, pour peut-être adoucir le personnage, parce que j'étais quand même avec une force... Et je vois, j'avais tout le petit chignon haut, avec un petit ruban, vous savez, dans les cheveux. Et je me dis, oh là là, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire que je ressemble pas aux autres. Et quand on est enfant, on veut ressembler aux autres, surtout quand on rentre dans une institution comme ça. Et j'ai cette chance d'être prise. Et il y a cette chance aussi pour moi, c'est l'arrivée de Claude Bessy, qui prend la direction de l'école de danse et qui révolutionne complètement cette école. Et voilà, je passe les étapes, je passe les concours, j'arrive dans la petite division de l'école, et puis tous les ans, il y a des concours de promotion, et je monte les échelons tous les ans. Je reste 6 ans dans l'école de danse, et au bout de 6 ans, je passe dans le corps de ballet. Mais alors, Claude Bessy, justement, la directrice, va quand même dire de vous que vous n'avez pas de don inné. Et à ce moment-là, vous n'avez pas envie de baisser les bras, vous redoublez d'efforts. Alors, c'est pas qu'elle dit que j'ai pas de don inné, elle dit que j'ai des lacunes au niveau de la technique. Parce que j'ai commencé la danse avec un professeur qui était formidable, mais qui en même temps n'était pas à cheval sur tout ce qui pouvait être technique. Elle était beaucoup plus sur l'imaginaire, sur l'artistique. Elle nous faisait improviser. D'ailleurs, j'ai eu cette chance d'improviser très jeune. Et quand je me suis retrouvée face à des créateurs, à des chorégraphes contemporains, j'ai tout de suite eu
justement cette possibilité d'imaginer les choses. Et de proposer. Et de proposer, et d'être force de proposition. Et donc elle a dit à mes parents, Claude a dit à mes parents, elle a un super physique, ça va bien, mais bon, il faut falloir prendre des cours particuliers pour rattraper un peu ce retard dans la technique. Et elle a bien fait d'ailleurs, parce que ça m'a donné aussi l'envie de me battre et au fur et à mesure, j'ai récupéré Oui, enfin, le retard à 10 ans quand même, ça veut dire cours particuliers, Oui. des week-ends, du Oui. travail en plus. Le samedi et le dimanche, oui. Qu'est-ce que vous retenez à 10 ans de toute cette discipline monastique, même de ces servitudes? Ben, je me disais qu'il fallait que je passe par là, parce que moi j'avais une grande admiration pour tous ces maîtres que j'ai rencontrés, et donc pour Claude Bessy, qui était ma directrice, et j'avais le sentiment que ce qu'elle me disait, c'était pour mon bien, et qu'il fallait voilà, que je me plie à cette discipline. À partir du moment où j'avais choisi de rentrer dans une institution, il fallait que je joue le jeu. Et puis même pour moi, il y avait une satisfaction. Vous savez, au fur et à mesure, jour après jour, vous arrivez à gagner dans la virtuosité, vous arrivez à gagner dans l'aisance des mouvements. Et je voyais que ça marchait, donc j'étais pris aussi par ce jeu-là. Et à aucun moment, je me suis dit, bien sûr, il y a des jours où on se dit c'est difficile, je ne vais jamais y arriver, mais en même temps, j'étais quand même poussée par l'envie de me dépasser et puis de trouver aussi ma voix, ma façon de m'exprimer, et que je sentais que c'était pour moi. Sacrée maturité à 10 ans quand même. Alors Oui, même... oui, mais je pense que ces enfants, ils sont mûrs très très jeunes parce qu'ils ont cette différence avec les autres de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est une chance presque. Oui, c'est une chance, bien sûr. C'est une chance et c'est un moteur. Donc je pense que c'est ça. C'est tout d'un coup, on sait, donc on a une voix et on se dit, bon ben voilà, il faut que je fonce, il faut que ce soit celle-là. Voilà. On sait exactement où on veut aller. Oui. Alors même si c'est dur, vous ne lâchez rien. Et là, il faut aussi rendre hommage à votre mère, qui sacrifiait tout son emploi du temps pour vous emmener Oui. de l'opéra à l'école, de l'école à l'opéra. Ça a été votre premier soutien? Oui, c'est ma maman, oui, elle était formidable parce que mon papa, pour des raisons professionnelles, n'était pas là la semaine, il rentrait que le week-end. Et elle était là au quotidien, elle venait me chercher à l'école de danse. Et puis après, on prenait les cours, je prenais des cours particuliers, tard le soir, des fois je rentrais à 9h, 10h le soir. Le week-end, c'était la même chose. Mes parents ont vraiment, eux qui ne connaissaient rien à ce milieu, ils ont été là en permanence. Voilà, et à partir du moment où ils ont eu un tout petit peu les clés, les codes de ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait vraiment incroyablement. C'était très très généreux de leur part. Ouais. Alors on le disait tout à l'heure et vous l'avez confirmé, il y a cette timidité, hein, vous avez cette particularité. À l'époque, vous étiez maladivement timide, au point qu'il paraît que quand vous étiez en vacances en Corse, sur la plage, votre mère demandait aux autres enfants s'ils voulaient bien jouer avec vous. Absolument. Je ne pouvais pas aller... j'avais une envie folle d'aller jouer avec les autres, mais je n'arrivais pas à prendre la parole. J'ai souvent dit que je n'aimais pas parler, mais que j'avais beaucoup de choses à dire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé cette voix à travers le corps et à travers ce langage, de pouvoir me dire que à travers le corps, les gestes sont très directs et très francs. Et on voit tout de suite, je donne toujours l'exemple d'une main qui se tend vers quelqu'un, on sait absolument ce que ça veut dire. Donc, c'est universel, quelle que soit la nationalité. Alors en tout cas, cette timidité, c'est un trait commun à de nombreux artistes. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Trintignant parler de sa timidité, une archive qui devrait donner de la confiance à tous les timides. Je suis venu à Paris à 19 ans de ma province, je ne connaissais personne. Et j'ai été assez long à devenir comédien, à pouvoir jouer des rôles. Parce que j'avais très peu de qualités, je crois, pour faire ce métier au départ. J'étais d'une timidité maladive, j'étais d'une pudeur excessive. Et je me souviens, les premières scènes que j'ai travaillées au cours, c'était effrayant. Enfin, je n'osais pas lever la tête, je passais tous mes rôles comme ça. Et puis petit à petit, j'ai pris de l'assurance. Maintenant, je suis encore un peu à peine timide. Enfin, ça va beaucoup mieux. Ça m'a fait un bien énorme, ça m'a épanoui. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que j'ai été comédien. C'est pour m'épanouir. Enfin, je crois que les comédiens sont des gens qui ont des complexes au début et qui luttent contre ces complexes. Et c'est pour ça qu'ils ont envie d'être un autre personnage. Évidemment, ça vous parle. Oui, ça me parle parce que c'est vrai que moi, j'ai senti...
tout de suite à travers le corps et à travers le mouvement et à travers le fait d'être narrateur et d'incarner des personnages, que j'avais beaucoup plus de facilité à endosser ces personnages, ces rôles, que d'être dans la vraie vie et de pouvoir parler et dialoguer avec les gens. Et puis au fur et à mesure, comme le dit Jean-Louis Trintignant, on prend sur soi et puis on commence à avoir un peu plus de confiance. Et parce qu'en plus, c'est très difficile, la danse, c'est très difficile de mettre des mots sur des sensations, sur la sensation du corps. Le corps dans l'espace, le rapport à l'autre, de ce qui peut se passer dans un geste qui est démultiplié, la sensation qu'on a sur scène aussi, c'est très difficile de mettre des mots. Bon, on y arrive au fur et à mesure. En tant que chorégraphe, moi, je sais que je parle beaucoup avec mes artistes, avec mes danseurs, parce qu'il faut aussi, des fois, trouver des déclics, et ça ne passe pas que dans la sensation du corps, mais ça passe aussi par l'intellect. C'est souvent la pensée qui conduit un mouvement. Donc, il faut prendre la parole. Mais c'est vrai que ce qu'il dit me touche, parce que je pense qu'il est très, très modeste, parce qu'il est, à mon avis, il était très, très doué en tant que comédien, déjà très jeune. Et peut-être qu'il n'avait pas ce regard vers lui-même. Mais en tous les cas, oui, et souvent je rencontre de grands artistes qui sont oui, très, très timides, mais il y a je trouve une intériorité et quelque chose qui bout à l'intérieur, comme de l'eau qui frémit, et je trouve ça très touchant. Et l'expression artistique permet de transcender tout ça, en fait, au final. Oui, parce que tout d'un coup... vous êtes dans un état second, vous êtes dans une jolie parenthèse, le temps est suspendu. Est-ce que vous avez l'impression d'être même à côté de vous, à ce moment-là, quand vous êtes sur scène? Non, pas à côté, non. Parce que si on est à côté, c'est difficile. Non, on incarne, c'est-à-dire qu'on est pleinement ce que l'on danse. Dans l'instant. Et on est dans l'instant présent et dans l'urgence. Alors il y a la petite Pietra qui vit une vie semi-professionnelle avec des rôles de soliste à 13 ans à peine. Et puis il y a la Pietra qui, tous les étés, en Corse, redevient une petite fille insouciante comme les autres, le temps des vacances en famille. J'ai l'impression que vous étiez un peu schizophrène à cette époque. C'est-à-dire que j'avais deux enfances. J'avais l'enfance de l'école de danse que j'ai dépeint un peu dans ce carcan d'institution de travail, d'une certaine rigidité quand même. Et puis la Corse qui est pour moi l'état sauvage, quoi. Le retour aux sources, à la nature, à la mer, à l'enracinement de la terre, la montagne. Voilà, c'est quelque chose qui était essentiel pour moi et en même temps qui était essentiel pour mon père, parce que j'ai le souvenir qu'on allait nulle part ailleurs qu'en Corse pendant les vacances. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose qui était une institution aussi, dans le sens où c'était la Corse et rien d'autre. Vous êtes mère d'une fille de 14 ans, Lola. Est-ce que vous avez été particulièrement vigilante à cela, justement, à ce qu'elle se vive pleinement comme une enfant? Oui, j'essaye au quotidien. Alors, elle a eu aussi cette envie de toucher aux arts, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, le chant. Donc, elle explore des mondes et les arts martiaux. C'est très étonnant, d'ailleurs. Voilà. Mais oui, on essaye de la préserver. On vit plus dans le même monde. Hein. Le monde du XXIe siècle n'est pas celui que j'ai connu dans mon enfance. Il y a quelque chose qui va très vite, qui est de l'ordre de l'immédiateté et un peu du zapping aussi. Donc on essaye de lui insuffler le fait qu'il faut creuser les choses, qu'il faut pas les voir juste dans la superficialité, mais qu'il faut plutôt développer le fond que la forme. Voilà, on essaye, mais elle a son propre parcours, hein. Elle a sa propre vie et elle l'aura de plus en plus. Oui, et puis je lui souhaite d'être émerveillée et de trouver sa voie, bien sûr. Alors, à quoi ressemblait la Pietra de 15 ans et demi? Eh bien, déjà une immense artiste, la preuve avec cette archive de l'INA où l'on vous découvre, Pietra, sur les planches de l'Opéra Garnier. On imagine que c'est votre première télé. La voici, la grâce est déjà là. Respirez, les coups très loin. Marie-Claude Pietragala. J'ai 15 ans et demi. Je suis en première division dans la classe de Madame Christiane Vossard.
Comme Eric, j'ai une dispense pour passer le concours d'engagement dans le corps de ballet. Je suis rentrée à l'opéra à 10 ans et avec du travail et beaucoup d'espérance, je souhaite y faire une grande carrière. Pied, là en moi, marchez joliment sur la mi-pointe, pliez et 2 bras. 1, glissez le long de la jambe, fini la position, très calme, très belle, restez. C'est drôle de se voir à cet âge-là, même la voix et tout ça. En même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour cette petite fille. C'est étonnant, quand même, de voir, même étonné de voir le mental comme ça, parce que bon, moi, j'ai mes souvenirs maintenant, mais c'est différent que de se voir. Oui. Parler d'une grande carrière à 15 ans. Oui, on rêve tous de ça. On rêve tous comme de cette inaccessible étoile, de l'inaccessible étoile de Brel. Et le chemin est tellement long. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte quand on en est là. J'étais en première division, j'allais rentrer dans le corps de ballet. On ne se rend pas compte comme ça va être difficile et long. Le regard de la danseuse et de la chorégraphe que vous êtes aujourd'hui, avec le parcours que vous avez eu sur cette danseuse de 15 ans que vous voyez? Je trouve ça magnifique. Moi, j'encourage tous les jeunes à tracer leur voie et à croire à leur étoile. Oui, c'est important. Et est-ce qu'il y avait de la place, par exemple, dans votre vie pour un petit ami, faire la fête, sortir? Oui, bien sûr. Oui, quand même. Il y avait la place pour les petits copains, bien sûr. Sortir, faire la fête, c'était bien sûr plus dans le corps de ballet que dans l'école de danse. Moi, j'avais des parents un peu stricts, dont on parlait, donc l'éducation corse. Donc sortir, c'était pas tout à fait la philosophie de mon père. Un petit peu plus tard. Voilà, c'est un peu plus tard. Mais oui, bien sûr. Il y a la vie qui vous rattrape quand même, bien sûr. Alors quand vous intégrez le corps de ballet, l'année qui suit d'ailleurs cette archive que l'on vient de voir, à l'âge de 16 ans, vous travaillez comme une folle, 9 heures par jour, vous cherchez sans cesse à repousser vos limites. Il faut reconnaître qu'il y a plein de raisons qui font qu'on a envie de tout donner à la danse. On a mis la main sur une archive de 1984 sur la finale des marathons de la danse. Les participants doivent danser non-stop pendant 48 heures et autant dire que c'est plutôt la quantité qui prime sur la qualité. Mais on s'amuse. Vous dansez pendant 48 heures. La moindre faiblesse sera sanctionnée par un abandon obligatoire, c'est une élimination. De faire le marathon pour voir la limite de mes forces. Je prépare le baccalauréat au mois de juin et je tiens à me défouler avant le grand jour. Je suis chômeur et je fais le marathon parce que je suis très sportif. Eh bien ça y est, nous sommes partis pour 48 heures de danse. C'est jusqu'à l'épuisement, ça. Mais évidemment, 48 heures, alors c'est drôle, mais c'est aussi émouvant. Pourquoi danse-t-on, Marie-Claude Pietragala? Pourquoi danse-t-on? C'est la première question que je pose aux enfants que je rencontre. Pourquoi tu veux danser? Qu'est-ce que c'est que la danse? Qu'est-ce que ça te procure comme émotion, comme sensation? C'est indescriptible, c'est peut-être une façon de s'inventer, de se réinventer, d'oser, de rêver, d'être profondément soi-même. C'est tout ça en même temps. C'est le fait d'avoir cette sensation incroyable d'être entre la terre et le ciel, d'être ce trait d'union, et puis de se sentir excessivement vivant quand on est sur scène. Depuis septembre 2018, vous donnez des cours à Alfortville, dans votre école, le Théâtre du Corps, oui. Et vous ouvrez vos portes aux amateurs. Pourquoi c'est aussi important pour vous de toucher tous les publics? Ça a toujours été important, même en tant que professionnel, par rapport à mes spectacles, de me dire qu'il n'y a pas juste une élite qui doit voir de la danse, mais que c'est ouvert à tout le monde, que c'est d'abord le mouvement et la danse, enfin en tous les cas le mouvement, c'est la première façon de s'exprimer. Quand on voit un enfant, il s'exprime d'ailleurs à travers le corps, donc c'est universel, il n'y a pas de barrière de langage. Donc c'est ouvert à tous.
Et cette école, parce que j'ai ouvert parallèlement à ma compagnie, le Théâtre du Corps, j'ai ouvert l'école du Théâtre du Corps, et on a souhaité avec Julien Dereau justement ouvrir aussi bien à des jeunes qui vont en faire leur métier qu'à des gens qui aiment la danse et qui veulent en faire d'une façon ludique. Voilà, tous les amoureux de la danse, pour quelque raison que ce soit, sont les bienvenus. Dans certains milieux, le mot populaire peut être péjoratif. C'est Oui, tout sauf ça pour vous. Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que je trouve que c'est une des choses les plus difficiles de réunir le plus de monde possible pour un spectacle. Et souvent, on a cette façon de dire « Oh oui, mais telle personne est très populaire » et ça a un côté, effectivement, pour certains, péjoratif. Moi, je pense que c'est au sens noble du terme. Quand on prend l'exemple de Maurice Béjart, qui a démocratisé la danse et qui a amené d'ailleurs la danse contemporaine et la place de l'homme, du danseur, aussi bien l'a fait Rodolphe Nourieff d'ailleurs dans le répertoire plus classique. Il y a une façon aussi de démocratiser la danse, de l'emmener dans des lieux qui ne sont moins des lieux institutionnels, mais des lieux qui sont peut-être plus proches des gens qui se sentent un peu exclus des grosses institutions, qui n'ont pas envie de pousser les portes des théâtres parce qu'ils se disent c'est pas pour moi, ou j'ai pas la condition sociale, c'est intimidant, et puis même on leur fait comprendre que peut-être ils viennent d'un milieu où ils vont rien comprendre. Alors que l'art, on n'a pas besoin de comprendre. Quand on est devant un magnifique tableau, on reçoit une émotion, c'est tout. Et c'est ça le plus important. Donc pour un spectacle de danse, c'est la même chose. C'est pour ça que vous êtes produite au Grand Rex, à l'Olympia, vous avez désanctuarisé la danse. Oui, enfin on a essayé d'aller vers d'autres lieux. Moi j'ai eu cette chance de danser sur les plus grandes scènes. L'Opéra de Paris, Bastille, Garnier, le Metropolitan Opera, la Scala, le Bolchoï, toutes ces scènes qui effectivement m'ont fait rêver, enfant. Mais tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est peut-être aussi à moi d'aller dans d'autres lieux qui sont tout aussi sacrés, parce que quand on prend l'exemple de l'Olympia, on m'avait dit, avant que je passe à l'Olympia, mais pourquoi tu vas à l'Olympia? C'est pas fait pour la danse, c'est ridicule. Bon. Et puis après, les mêmes m'ont dit, c'est formidable, c'est bien d'avoir poussé les portes et d'avoir essayé. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de raison que la danse ait moins de visibilité que la musique. Et la musique, justement, parlons-en. Vous en écoutez en permanence depuis l'enfance. Et j'aimerais vous proposer notre vidéorama. 3 archives, 3 artistes, mais évidemment, vous n'avez le droit de choisir qu'une seule vidéo. Voici les 3 vidéos que je vous propose. Luciano Pavarotti à l'Opéra Garnier en 1982. Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word, 1982 également. Et puis un concerto pour violon de Mozart en 1960. Alors ça va être très difficile parce que j'aime. Alors c'est très 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 difficile. Mais je vais prendre Pavarotti. On regarde. Pourquoi Pavarotti? Alors Pavarotti, d'abord c'est le souvenir de l'enfance, parce que j'ai eu cette grande chance et ce grand honneur de le voir à l'Opéra Comique dans l'Élixir d'amour. Je finissais mes répétitions et j'allais dans les coulisses et je me mettais dans les coulisses, premières coulisses, et je voyais le maestro chanter. Et je me rappelle une fois il est sorti de coulisses et on me l'a présenté, j'étais jeune à l'époque, hein. Et il me dit, c'est quoi votre nom? Alors je dis, Marie-Claude Pietragala. Ah, Pietragala, est italienne. J'ai dit, corse. Il m'a dit, oh, c'est pareil, c'est pas grave. Mais pourquoi Pavarotti? Parce que c'est la voix de Dieu pour moi. C'est une voix céleste. Je connais personne qui a égalé Pavarotti. Il y a d'autres propositions, il y a d'autres grands chanteurs comme Alagna, mais Pavarotti, c'est en même temps l'aisance. Je parlais tout à l'heure de la danse en disant cette sensation d'être entre la terre et le ciel. Pavarotti, c'est ça, pour moi. Oui, c'est la voix de Dieu.
Alors vous avez une passion pour la musique classique, j'imagine que vous devez vous régaler maintenant que vous êtes jury de l'émission Prodige sur France 2, concours de musique, chant, danse classique pour les jeunes de 7 à 16 ans. C'est un bonheur cette émission pour vous. Oui, c'est un bonheur parce que c'est vraiment le cœur de mon engagement, ce que je défends, ces enfants qui très très jeunes ont cette vocation et qui vont se donner les moyens par le travail, que ce soit à travers un instrument, à travers son instrument qu'est la voix ou le corps pour la danse. Et oui, en plus, je trouve que c'est formidable, le service public, de faire ça, parce que ça montre le processus aussi, comment les enfants travaillent, et puis surtout comment ils sont passionnés par ça, investis. Vous reconnaissez en eux quand vous les voyez? Oui, je me reconnais, et ça m'attendrit d'ailleurs, parce que je vois ces tout petits qui vivent pour la danse, qui respirent la danse, qui se documentent, qui remettent à chaque fois, et qui refont les mouvements, et qui refont avec amour. Oui, c'est formidable. D'ailleurs, vous les voyez tout petits, alors qu'eux se voient tout jeunes peut-être, mais pas tout petits. Oui, ils se voient... alors, je pense qu'ils sont avec quand même beaucoup d'humilité, les enfants. Et quand on a la chance de les côtoyer, ils sont très attentifs à ce qu'on va pouvoir leur dire comme conseil. Alors, il s'est produit un jeu amusant de chaises musicales, puisque vous avez quitté Danse avec les stars pour aller sur Prodige, et parallèlement, Patrick Dupont a quitté Prodige pour aller sur Danse avec les stars. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu de chaises musicales, parce que moi, j'étais partie il y a plus de 2 ans de cette émission, et peut-être c'est un concours de circonstances, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, oui, parce que Patrick, on a ce passé ensemble. Il a été mon directeur de la danse, c'est lui qui m'a nommé Danseuse étoile. Et puis après, c'est devenu mon partenaire, donc on a beaucoup de souvenirs ensemble. Justement, j'ai fait un petit raccourci parce qu'en effet, ça me permettait de faire une transition. Il a dirigé le ballet de l'Opéra de Paris à l'époque où vous y étiez étoile. Et vous voulez nous raconter le jour où vous avez été sacrée Danseuse étoile, 22 décembre 90 ? Oui. C'est lui qui vous l'annonce ? Alors c'est lui qui rentre sur scène après le spectacle et qui l'annonce au public. Et évidemment au corps de ballet qui est derrière. Donc c'est vrai que c'est très très impressionnant parce qu'on n'y croit pas. On l'espère et puis au moment où ça arrive, on se dit c'est pas possible, pas moi. Pas au courant du tout avant. Vous n'aviez... Si, on est toujours un peu au courant, surtout à l'époque quand on vous donne un rôle d'étoile, que vous êtes première danseuse. Voilà, c'est parce qu'on vous fait confiance, donc on se dit peut-être que on va nous faire confiance jusqu'au bout et puis qu'on va peut-être être nommé étoile. Mais la sensation, en tous les cas, elle a été très étrange pour moi parce que je me suis dit, c'est une deuxième vie qui commence. J'ai tout à apprendre. C'est absolument pas un but en soi. C'est pas le bâton de maréchal où on se dit, ça y est, je suis assis dans mon fauteuil et j'ai ce statut de danseuse étoile. Au contraire, c'est quelque chose, c'est un autre monde qui s'ouvre. Une responsabilité Une responsabilité parce que le titre d'étoile vous oblige. Ça vous oblige à remettre votre travail en permanence et à vous poser des questions et à vous questionner et puis à pas vous satisfaire de ce que vous avez. Au contraire, d'aller plus loin encore. Alors c'est sur une chorégraphie de Rodolphe Nureyev que vous êtes sacré ce soir-là. Il était votre directeur avant que Patrick Dupont ne devienne lui-même directeur du ballet de l'Opéra de Paris. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec Nureyev ? Je crois qu'elle était assez tempétueuse. Elle était tempétueuse avec... Il était avec tout le monde ? Oui, c'est un tartare. Il était fort et engagé et amoureux de la danse, mais passionnément, éternellement. C'était quelqu'un qui avait tout mis, toute sa vie dans la danse. D'abord, son engagement comme ça, à s'expatrier, à partir de son pays et de laisser sa famille. Il faut une force de caractère. Et quand il arrive à l'Opéra de Paris, il révolutionne tout, il change le répertoire, il apporte une modernité, un souffle nouveau. Alors la jeune génération que je suis, évidemment, on le suit aveuglément parce qu'on est complètement émerveillé. C'est quand même un mythe. Il arrive, c'est une légende vivante. On a tous entendu évidemment parler de Rodolphe Nureyev, mais avec un caractère fort, haut en couleur. Colérique. Très colérique. Humiliant. Oui et non. Pas dans le fond, non. Peut-être dans la forme. Mais
c'est Rudolf Nureyev, quoi. C'est quelqu'un qui nous a marqué à vie. Ma génération, on est marqué par cet homme à vie, dans le sens où il nous a appris ce que c'était que la danse. Alors on va parler de l'année où vous décidez de quitter l'opéra, 1998, mais avant cela, justement, cette année-là, précisément, un nouveau phénomène arrive en France, une forme de danse qu'on n'apprend pas à l'opéra. 1998, c'est l'année de la première technoparade, c'était il y a 20 ans. Archive. Paris vit aujourd'hui un événement musical exceptionnel. Plus de 100 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale pour un concert géant de techno. Un rêve éveillé pour tous les fans de cette musique du 3e millénaire. Une libération après des années de frustration. La technoparade, c'est de la sueur pour danser des heures et surtout beaucoup de bruit. Des décibels qui ne charment pas forcément toutes les oreilles. Je suis contre la techno, contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Peut-être si j'étais jeune, je serais comme ça. C'est possible, on ne sait jamais. Alors la techno serait-elle à l'origine d'un conflit de génération? Pas si sûr. En tout cas, ils n'ont pas fini de sautiller ces jeunes primitifs. Grâce à cette technoparade, les musiques électroniques sont enfin sorties de l'anonymat. Voilà. C'est drôle la dame qui dit je suis contre la musique parce que ça fait du bruit. Extraordinaire ça. On se l'a dit, celle derrière redonne foi en l'humanité, puisqu'elle aurait pu danser aussi si elle avait eu l'âge des personnes sur les chars. La techno, ça vous parle, Pietra? 2012, vous avez collaboré avec Laurent Garnier. Oui, absolument. Le DJ français qui symbolise cette musique. Extraordinaire d'ailleurs cette collaboration avec Laurent, aussi bien sur Sade ou le Théâtre des Fous et sur Monsieur et Madame Rêve. Et oui, la collaboration est géniale parce que c'est quelqu'un d'une grande simplicité. Il a une culture musicale incroyable, que ça va évidemment sur des choses très électro, mais aussi dans la musique classique. Il a on va dire ce grand écart qui est formidable. Et puis c'est quelqu'un qui est excessivement créatif. Alors, on revient à 98. Vous étiez occupé à opérer un changement de vie radical. Vous quittez l'opéra après 19 années de service, 8 en tant qu'étoile. Et ce qui étonne tout le monde, c'est que vous partez à 35 ans, soit 7 ans avant l'âge obligatoire de départ à la retraite des étoiles, qui est de 42 ans. Alors, en fait, vous ne vouliez pas qu'on vienne vous voir un jour, le jour de vos 42 ans, en disant « bon anniversaire, c'est fini ». Je trouve ça un peu bizarre. C'est vrai que on décide comme ça d'une date, le jour de votre anniversaire, et on vous dit, maintenant, vous dansez plus, vous n'allez plus vous produire. Alors bon, moi je suis partie beaucoup plus tôt pour prendre le Ballet National de Marseille, avec beaucoup pas d'insouciance, mais de naïveté, sur une fonction qui était très très importante, avec des hauts et des bas sur cette période à Marseille. Vous remplacez Roland Petit, quand même. Je remplaçais Roland Petit, qui était parti avec perte et fracas et qui partait avec tout son répertoire. Donc il n'y avait plus rien. Donc il fallait tout reconstruire. Donc ça a été un peu compliqué. Ça a été une bonne école de la vie. Oui. Ça m'a appris que, j'allais dire malheureusement, les artistes doivent faire de la politique quand on est dans des postes importants, à responsabilité. Et c'est pas toujours, on n'est pas toujours préparé à ça. Moi, je pensais que d'être dans un studio et de travailler, et après d'aller sur scène et de produire les spectacles et de créer, c'était suffisant. Ça ne l'est pas toujours dans des postes comme ça. Donc voilà, il y a eu des très belles choses, il y a eu de très belles rencontres. Il y a eu la rencontre, bien sûr, avec mon mari, Julien Dereau. Il y a eu la naissance de ma fille à Marseille. Et il y a eu de très très belles créations comme Sakuntala sur la vie et l'œuvre de Camille Claudel, ou un Don Quichotte que j'ai créé aussi, qui était entre modernité et tradition, entre classique et contemporain. Voilà. Et puis après, il y a eu une fois que je suis partie de Marseille, il y a eu cette création, ce bébé que l'on a fait à deux avec Julien, qui est le Théâtre du Corps, et qui est effectivement mon quotidien et ma source de création. Et il y a aussi l'autre bébé, Lola. D'ailleurs, c'était le nom d'un ballet que vous dansiez ensemble avec Julien. Oui. Le ballet s'appelait Lola et votre fille s'appelle... Voilà, on s'est rencontrés sur un ballet de Claude Brumachon qui s'appelait Lola. Et voilà, ça a été ce coup de foudre. Et on s'est dit, peut-être si on a un jour un enfant et une fille, en tous les cas, on l'appellera Lola. Et voilà. C'est très beau.
Alors cette rencontre avec Julien va vous servir de détonateur pour fonder, comme vous le disiez, votre propre compagnie. 2004, le Théâtre du Corps. Et en fait, vous allez créer les conditions de votre propre liberté artistique. Et donc forcément, j'ai envie de vous faire un petit cadeau parce que je sais que vous adorez Léo Ferré. Oui. Une archive de 73, Ni Dieu ni maître. La cigarette sans cravate, on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on en Ni Dieu ni maître. Ni Dieu ni maître, oui. C'est vous, ça? C'est beau, c'est un ballet qu'on a créé à Marseille. Ni Dieu ni maître, comme quoi c'est presque prémonitoire comme spectacle. Et c'était un spectacle sur Léo Ferré, effectivement, sur sa musique. Grand compositeur, parce qu'on parle de Léo Ferré en tant que poète, mais aussi grand musicien. Grand musicien. Et j'ai eu la chance d'être en contact avec sa femme et son fils, Mathieu, qui nous a donné beaucoup d'archives et de musique, des musiques inédites. Et voilà, ni Dieu ni maître. C'est quoi être libre pour vous aujourd'hui? C'est d'aboutir ses projets, de se permettre de rêver et de concrétiser ses rêves. Et c'est de continuer à danser, malgré le temps qui passe, d'avoir ce luxe et de pouvoir créer aussi, de pouvoir être en lien en permanence avec les artistes et la jeune génération, et de se dire qu'il y a plein d'idées dans la tête qui un jour vont voir le jour et qui vont devenir réalité. Vont prendre forme. En tout cas, oui. J'ai l'impression que c'est à partir du moment où vous avez assumé votre liberté que les projets les plus dingues se sont soudain offerts à vous, comme par exemple Pierre Cardin, qui vous appelle et vous donne carte blanche pour créer un spectacle au moment des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Pourquoi, à ce moment de votre vie, vous le vivez comme une consécration? D'abord, c'est cette chance incroyable d'avoir ce grand monsieur de talent, cette carrière internationale, Pierre Cardin, qui représente le chic à la française et qui, en plus de son métier et de son art, aide énormément les artistes, et producteur et mécène, a un œil de visionnaire, et il nous demande, tout d'un coup, notre vie croise la sienne, et il nous demande de travailler sur Marco Polo, ce thème incroyable qui relie l'Orient à l'Occident, cette route de la soie, et de pouvoir faire la première à Pékin dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc c'est formidable. Et après, la boucle s'est bouclée dans le sens où on a fait le dernier spectacle à Venise, qui est le départ de Marco Polo. Voilà, de cette route de la soie. Alors parlons de votre actualité, c'est votre dernier spectacle, il s'appelle Lorenzaccio, tiré de la célèbre œuvre d'Alfred de Musset. C'est une création hybride puisque vous y mêlez le théâtre et la danse, on regarde un extrait. Oui, j'ai fait un rêve. Voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Toi ici, Lorenzaccio. Hélas. Il faut nous délivrer des Médicis. Vous êtes duc de Florence. Maintenant, que ferai-je? Voilà assez longtemps que les oreilles me tentent et que l'exécration des hommes. Vous moquez de lui. Si tu as jamais été quelque chose d'honnête, sois-le aujourd'hui. Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Qui dit cela? Les rêves des artistes médiocres sont des plantes difficiles à nourrir. Si tu as un ennemi, dis-le. Cela est trop cruel. Est-ce que j'aime Alexandre? Vous me mettriez en colère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il faut que le monde sache un peu qui je suis. Je vais mourir. Que veut-il donc faire de moi? Et qui il est? Lorenzaccio, en tournée dans toute la France et à Paris, à Pleyel, du 1er au 10 février.
Pourquoi cette œuvre de Musset? Alors, d'abord, je trouve que ça symbolise notre travail et notre compagnie, le théâtre du corps. C'est l'envie de chercher une résonance entre le théâtre et la danse, mais d'une façon non pas dissociée, c'est-à-dire d'un côté des comédiens et de l'autre côté des danseurs, mais que nos artistes soient comédiens et danseurs, et que le verbe soit en résonance, oui, avec le geste. C'est-à-dire que nos artistes jouent le texte et en même temps le dansent, ce qui est une prouesse énorme parce qu'il y a tout un travail évidemment sur le souffle et il y a aussi une exigence énorme sur ce texte qui est magnifique, cet auteur romantique, avec donc cette exigence de théâtre et avec la même exigence sur le corps. Et je trouve que, enfin, ce que j'aime et ce qu'on creuse avec Julien depuis des années, c'est de travailler sur un texte. Ça a été, là en l'occurrence, Lorenzaccio, mais ça a été aussi sur la poésie d'Aragon, le théâtre de Shakespeare, Ionesco, et de trouver à travers la danse l'inconscient des personnages. C'est-à-dire qu'on a une double lecture. Le spectateur voit, évidemment, il y a l'action, ces personnages jouent l'action, et en même temps, le corps dit peut-être autre chose, peut-être ce que les mots ne disent pas. Et c'est ça toute l'ambiguïté d'un être humain, et ça traite évidemment des choses qui sont intemporelles, tous les mécanismes de l'être humain, c'est-à-dire les jeux de pouvoir, l'ambition, le désir, l'amour, le fait aussi de la vengeance. Et cette pièce de théâtre est très actuelle pour moi. Pleyel, donc Lorenzaccio, à Pleyel à Paris, du 1er au 10 février et ensuite en tournée dans toute la France. Marie-Claude Pietragala, cette émission touche à sa fin. Nous finissons toujours de la même façon avec la traditionnelle question dans le rétro. Et que dirait la Pietra d'aujourd'hui à la petite Marie-Claude, toute timide, qui attendait sur les marches de l'opéra de passer son concours? Il faut croire en ton étoile. Voilà, tu vas vivre des choses passionnantes. Tu vas te remettre en cause. Tu vas remettre en cause ton travail. Mais si tu crois fortement, constamment, tu réussiras certainement. Merci beaucoup. Merci.